Et donc, je vais demander à Isabella Palumbo Fossati de nous rejoindre. Alors, c'est très émouvant pour moi de te présenter, puisqu'on se connaît depuis bien longtemps. Mais je vais dire que tu as été, toi, alors pour le coup, une élève directe d'Alberto Tenenti, puisque tu as fait avec lui ta thèse à l'EHESS sur la maison et la société vénitienne à la fin de la Renaissance. Et puis, contrairement à moi, tu as persisté dans ce filon d'études qui a abouti à la publication toute récente de ce magnifique livre, Intérieur vénitien à la Renaissance, maison, société, culture, qui est paru il y a quelques mois seulement, et que je recommande à l'attention de tous. Et tu es donc maître de conférence à l'université de Picardie, Amiens, depuis 1978. Et donc tu vas nous évoquer un itinéraire humain et intellectuel des archives notariales à la maison vénitienne du XVIe siècle. Et je vois que tu as apporté des documents qui vont illustrer notamment des choses qui ont été dites ce matin. Absolument. Merci beaucoup, François. Et après quelques contacts trop rapides à la faculté de lettres de l'Université de Venise, tout nouvellement créée, où enseignait un nombre important d'historiens de premier plan autour de Gaetano Cozzi, j'ai rencontré Alberto Tenenti en 1977 à son séminaire à l'École des hautes études en sciences sociales que je suivais pour obtenir le diplôme d'études approfondies, à l'époque lointaine, première étape nécessaire pour le doctorat de troisième cycle. Le séminaire était axé sur les voyageurs étrangers en Italie et plus particulièrement à Venise. Très rapidement, j'étais séduite par la pertinence du regard de Tenenti et l'intelligence de ses remarques, notamment à propos de ma ville d'origine, Venise, qu'il connaissait si bien, ça a été évoqué plusieurs fois aujourd'hui, et qu'il aimait beaucoup. Assez rapidement, dans nos conversations, on est parvenu à définir l'argument de ma thèse, l'intérieur de la maison vénitienne dans la deuxième moitié du XVIe siècle. L'aide d'Alberto Tenenti dans la définition du sujet fut substantielle. Avec une générosité sans égale, il m'en confia un petit paquet de fiches. Les voilà. Je ne pouvais pas imaginer qu'il était question toute la journée de ces fiches, mais déjà hier soir, je les avais préparées et que j'ai toujours gardées, qui ont voyagé avec moi dans différents pays. Et rédigées pendant la grande recherche sur les assurances maritimes, qu'Anna a si bien évoquée il y a quelques minutes, est relative en grande partie, pas seulement, aux actes de deux notaires, Giovanni Andrea Catti et Andrea Spinelli. Je conserve donc encore ce document, écrit sous papier fin, à vrai dire, pas les fiches de Testolini, avec une écriture claire, méthodique, signe d'une passion et d'une rigueur très forte. Fiches soignées, mais rapides, avec lesquelles Tenenti avait maintenu une sorte d'intimité. Les sujets de la maison intéressait énormément les grands historiens et pour de multiples raisons. La maison, la relation entre les hommes et les familles et leur cadre de vie qui se déclinait dans l'ensemble mobilier composé de tant d'objets, de tableaux, de livres, et tout spécialement dans cette conjoncture des dernières décennies du Cinquecento, était pour Alberto Tenenti un sujet fondamental. Profond connaisseur de l'histoire urbaine, homme formé dans des domaines variés, il considérait la maison un microcosme chargé de signes. L'universel, c'est le local moins le mur. C'est le mot du poète portugais Miguel Torga. Ça synthétise aussi bien cette idée. Cela était d'autant plus vrai dans cette Venise, à un moment charnière, époque étudiée par le jeune chercheur arrivé en France et qui travailla à côté de Fernand Braudel. Époque exceptionnelle dans laquelle la qualité de la vie se déclinait à travers 1000 détails dans la ville bâtie sur l'eau. Moment
et Anna vient de l'évoquer aussi, qui avait nourri le débat des historiens de cette génération, et je pense à Maurice Aymar, qui est parmi nous, et aussi à Ugo Tucci, très brillant chercheur et narrateur. J'ai eu presque l'impression que Tenenti aurait aimé faire ce travail sur la maison vénitienne, probablement en liaison avec son intérêt précoce pour Léon Battiste Alberti et tout particulièrement avec les libri della famiglia. Mais cela, ce n'est qu'une intuition. Avec une parfaite maîtrise et une grande sensibilité, le professeur a été capable de m'accompagner à travers les difficultés d'un sujet qui demandait des compétences très vastes. Il s'agissait de travailler sur les inventaires des maisons, dès les plus modestes au Grand Palais, et sur l'ensemble, les 6 sestieri de la ville. Sujet passionnant et difficile, car rentrer en ligne de compte l'histoire de l'architecture et l'histoire urbaine, l'histoire économique et sociale de la famille, l'histoire de la musique, de l'art et de l'imprimerie. Tous arguments, et je pense en particulier au dernier, qu'Alberto Tenenti maîtrisait très bien. Petit à petit, les relations se tissaient entre le maître et la, alors, jeune chercheuse. L'argument correspondait parfaitement à mes centres d'intérêt et peut-être à mes personnalités curieuses et ouvertes, mais probablement pas aptes à creuser un seul et unique sujet. La maison permettait aussi de décliner toutes les compétences du chercheur affirmé. Un fil de nostalgie pour un travail qu'il aurait peut-être aimé faire pendant l'immersion dans les archives notariales à Venise n'empêchait nullement Alberto Tenenti de me transmettre l'amour pour la recherche et tout particulièrement pour ce sujet. Il me disait souvent « Imaginez-vous d'avoir un projecteur qui vous éclaire la vie à l'intérieur d'une maison ». L'inventaire était pour lui, et je partage pleinement cet avis, une source privilégiée et capitale. La vastité de sa formation, une maîtrise à tutto tondo et souvent toutefois des remarques précises, rapides, essentielles, comme la personnalité de l'historien et comme les très rapides efforts de la peinture vénitienne de cette époque, ont permis de progresser dans un domaine difficile. Tenenti m'a appris aussi la fondamentale attention à la sémantique, le poids de chaque mot. Il savait conjuguer un regard global et l'attention aux détails. Je pense que cette géométrie variable est une de ses leçons plus importantes. La pertinence, l'acuité de certaines remarques permettaient de déclencher en moi une réaction d'intérêt. Venise, à la fin du Cinquecento, suscitait l'enthousiasme de l'historien. La présence d'objets de provenance si diverses dans les maisons, vraie leçon de cosmopolitisme, permettait de revoir les perspectives de l'économie vénitienne. Le monde marchand, et le monde des cittadini en particulier, donnaient la possibilité de relier la population vénitienne aux grands axes du commerce international, à l'Allemagne, aux Flandres et encore plus à la Méditerranée orientale. Alberto Tenenti avait une grande connaissance, même géographique, de la Méditerranée. Et c'est évidemment une leçon de Fernand Braudel. La cohésion sociale, l'honneur du marchand, le marchand qui devient fonctionnaire et vice-versa, étaient thématiques à propos de lesquelles on discutait dans nos fréquents rendez-vous au 9e étage du 54 boulevard Raspail ou devant un café au Lutetia. Parfois, j'ai retrouvé dans son bureau une amie et grande historienne qui n'est plus avec nous et que Tenenti appréciait, Marina Cedronio, ainsi que beaucoup d'autres jeunes historiens italiens qui travaillaient à Paris ou qui étaient entre l'Italie et la France. On s'est souvent interrogé sur le manque de souplesse de la République qui ne fut pas capable d'intégrer complètement cette classe sociale des cittadini, si dynamique et importante dans cette conjoncture. Je me souviens du regard de Tenenti qui brillait quand je lui montrais les inventaires des maisons, pièce par pièce, bien après bien, des mêmes marchands qu'il avait étudiés comme assureurs ou assurés, comme par exemple Domenico da Gagliano ou Giampaolo Bonomo. Hommes très riches,
Homme puissant, homme qui avait... Ces hommes qui voulaient paraître, dont les maisons étaient pleines d'objets dorés, jusqu'aux jouets dorés pour les enfants, et qui interrogeaient la curiosité de cet homme si discret, certainement beaucoup plus lié à l'être qu'au paraître. La réflexion sur les luxes et sur les lois somptuaires pas respectées avait été d'ailleurs déjà un de mes sujets étudiés à l'Université de Venise avec Gaetano Cozzi et prolongé avec Alberto Tenenti. On partageait l'impression de connaître ces marchands. Moi, j'ai rentré dans leur maison, lui, il connaissait leur patrimoine et leurs marchandises. Le chemin du bateau aux maisons n'était donc pas trop long. Tous ces aspects liés à la mer intéressaient tout particulièrement Tenenti, homme qui aimait et connaissait la mer. Chaque détail lié aux embarcations, aux souvenirs de la navigation, les casses de marinaio, tout ça l'enthousiasmait aux mille d'autres signes de la mer qui sont retrouvés dans la maison. J'étais étonnée de voir aussi sa compétence à propos du dialecte vénitien, chose qui n'était pas facile pour quelqu'un qui n'était pas vénitien d'origine. L'attraction pour les Levants révélait en Tenenti une ambivalence certaine. Permettez-moi quelques détails encore plus personnels. Quand les circonstances de l'existence m'ont amené à vivre pendant 4 ans à Istanbul, j'ai ressenti en Alberto Tenenti une curiosité, une attraction complexe, mixte à une méfiance. Dans nos conversations téléphoniques et à chaque voyage à Paris, je lui disais que pour une historienne de Venise, vivre à Istanbul était une expérience unique qui permettait du recul et une autre perspective. Les grands historiens le comprenaient fort bien, même si une certaine méfiance restait. Quand je repense à toutes ces conversations, au temps passé ensemble, dans une époque comme l'époque actuelle, dans laquelle on a de moins en moins le temps pour personne, j'ai la certitude d'avoir vécu des moments exceptionnels. Grazie, professore. Giorgio nous a parlé de l'importance du temps, mais je tiens quelque part à corriger quelque part cette impression parce que Tenenti donnait énormément de son temps, je peux le dire par expérience directe. Il avait un sens du temps qui était vraiment très particulier. La discussion à propos de la méthodologie et de la structure du travail nous préoccupait. On avait envisagé d'autres possibilités, mais finalement, on finissait pour conclure que la méthode adoptée, qui déroulait de la maison plus modeste à la plus complexe, était celle qui avait plus d'avantages et moins d'inconvénients. Venise, ça a été évoqué, était profondément aimée par Tenenti, pour sa forme urbaine, ses qualités esthétiques, pour la vitalité et la variété de son économie. Rialto, les grands marchés, fascinaient l'historien. Ceci ne l'empêchait pas de porter son regard à d'autres villes italiennes, en particulier à Florence. La formation toscane, la connaissance de notre univers, agissait comme le revers de la médaille et permettait de prendre du recul dans l'analyse de l'univers vénitien. Le regard de Tenenti allait bien au-delà des frontières. La France et Paris, où Daniel Roche avait fait école dans un certain domaine d'histoire culturelle, mais aussi l'Espagne et le monde ibérique que le professeur connaissait si bien et dans lequel la maison est un élément central. Beaucoup de nos conversations portaient sur les maisons populaires et les boutiques. On a souvent discuté à propos des enseignes vénitiennes qu'il trouvait passionnantes et à juste titre. Parmi les aspects, l'identité du livre nous interrogeait. Le document était assez silencieux à ce sujet. Tenenti, depuis le travail magistral sur Luca Antonio Giunti, stampatore e mercante, connaissait très bien les passionnants milieux de l'imprimerie vénitienne. Daniel Roche fut parfois associé à nos discussions. En revanche,
la présence si répandue du tableau dans toutes sortes de maisons nous impressionnait énormément. Tenenti était très sensible à la thématique de la véritable révolution que la peinture faisait à Venise à cette époque. Parmi les tableaux, le portrait était aussi source de réflexion. Je me souviens d'avoir si longuement discuté, par exemple, à propos d'un Luganegger, vendeur d'un certain type de saucisses qu'on appelle Luganeg à Venise, qui nous étonnait. La présence de tableaux dans cette Venise est quelque chose d'absolument extraordinaire. Les portraits, le ritratto in piedi, les portraits naturels, avaient sans doute été traités et étudiés par Alberto Tenenti dans un autre contexte. À cette époque, ça a été aussi évoqué, il dirigeait l'Europa delle Corti et ce terroir d'échange a été riche de perspectives. La thématique de la raccolta et de la véritable collection l'intéressait aussi. Christophe Pomian, auquel Alberto Tenenti m'avait adressé, fut le meilleur conseiller dans ce domaine. L'histoire religieuse, la dévotion, alimentaient aussi nos conversations. Je me souviens l'intérêt porté par le professeur à un tableau du père Panigarola, prédicatore, retrouvé dans une maison populaire. Cela me rapprochait de mon premier maître à Venise, Gaetano Cozzi. Pour la maîtrise de pas mal de sujets, j'ai pu profiter des compétences et des débats qui avaient eu lieu lors de séminaires du Centre d'Attini de Prato, à laquelle Tenenti se rendait régulièrement. Le textile, les métaux, le verre, parmi beaucoup d'autres. Le temps, sa mesure et les traces de ceci dans les maisons étaient un autre sujet de réflexion. Tenenti était depuis toujours sensible à associer espace et temps et fréquentait à l'époque régulièrement à Brugine, près de Padoue, un centre de recherche sous les mêmes thématiques. Horloges, clésidres, instruments scientifiques dans les maisons attiraient notre intérêt. On pourrait continuer dans l'élaboration des thématiques dans lesquelles l'apport d'Alberto Tenenti fut fondamental. Une dernière, rapidement. Le notaire Catti avait été établi à Cannareggio, à San Marcuola, à proximité avec les ghettos. Et ceci avait comme conséquence que sa clientèle était aussi composée de juifs. À côté des inventaires, Tenenti a eu la gentillesse de me donner un nombre important de fiches concernant location ou sous-location dans le même ghetto, à ce jour encore inédites et tellement parlantes, à propos justement de la thématique bien connue de manque d'espace et de ses conséquences sous le plan de l'urbanisme dans cette Venise. Pour conclure, cette tentative à l'époque pionnière pour Venise de relier les hommes et leurs biens, de comprendre le sens des objets dans un contexte si particulier, le sens de ces masserizie que Gino Benzoni a su décliner justement dans un article paru dans les volumes de Scaramella, doit tout à Alberto Tenenti. J'ai appris sa disparition avec douleur et stupeur à Amman, en Jordanie, où je venais d'arriver à côté de mon mari. D'autant plus qu'on avait eu une longue conversation téléphonique une quinzaine de jours avant. Un peu dépaysé, en arrivant en Jordanie, j'avais ressenti le besoin de parler à mon maître. Je viens de publier ce travail né ensemble, tellement d'années après, dans une édition revue et adaptée à un public plus vaste. Je suis certaine que le professeur, qui m'a toujours fait confiance et qui, grâce à son sens du temps, était un homme qui savait attendre, serait content de le voir paraître, même tardivement. Ce livre lui aussi dédié.
crois qu'il y a une si jolie maison à Venise. Merci de nous avoir fait pénétrer à l'intérieur de ces maisons du XVIe siècle, ce qui est en effet une des meilleures façons d'aborder l'histoire de la société, enfin une autre façon et une des meilleures d'aborder l'histoire de la société vénitienne.